Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 août 2026 et je suis là pour parler de... En fait, je préparais autre chose, vous savez, sur ce qui se passe en Asie occidentale, sur l'ensemble de la situation, la vue d'ensemble sur ce qui se passe. Mais nous venons d'apprendre, il y a quelques instants, enfin, Marjorie Taylor Greene a publié quelque chose sur son compte X et c'est tellement troublant. Laissez-moi vous le montrer. Voici ce qu'elle a tweeté. Elle a dit « Ils discutent de l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Iran lors de réunions stratégiques. » Et oui, vous avez bien lu, c'est réel. Je ne spécule pas, je le sais. Et c'est le mal à l'état pur. C'est tellement troublant quand on regarde ce qui se passe, ce qui s'est passé jusqu'à présent en Asie occidentale. Parce que cela prouve que Donald Trump n'a plus rien de son côté. Et la seule chose qui lui reste aujourd'hui, ce sont les bombes nucléaires qu'il veut de nouveau utiliser. Je me souviens qu'un jour, le colonel Wilkerson m'a dit qu'il n'avait pas peur que la Russie utilise des armes nucléaires. C'était avant le début de cette guerre en Asie occidentale. Il m'a dit qu'il avait toujours peur que les États-Unis utilisent des bombes nucléaires. Et nous voilà dans une nouvelle guerre en Asie occidentale. Ce n'est plus la guerre en Ukraine, parce que Donald Trump a dit que cette guerre n'avait pas d'impact sur les États-Unis et que par conséquent, nous n'allions pas nous impliquer autant dans la guerre en Ukraine. Mais il a déclenché une nouvelle guerre en Asie occidentale, comme vous le savez, au vu de ce qui s'est passé jusqu'ici. Il a essayé tous les stratagèmes et il a commencé à attaquer l'Iran. 2 attaques surprises contre l'Iran. Et après les attaques, il a poursuivi la guerre, au point que tout le monde parle des États-Unis qui commencent à manquer de missiles offensifs et défensifs. Voilà la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis en tant que superpuissance. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à utiliser? Qu'est-ce que Donald Trump a d'autre à utiliser? Des bombes nucléaires. C'est évident qu'ils vont en parler. Mais la question est, est-ce que cela va changer quelque chose? Est-ce que cela va changer l'issue de la guerre? Quand on utilise des bombes nucléaires, c'est tellement... Je pense que c'est dévastateur. L'utilisation de bombes nucléaires est tellement dangereuse. Personne n'envisagerait de les utiliser comme armes offensives, parce que la première fois et la seule fois que ces armes nucléaires ont été utilisées, c'était par les États-Unis, en attaquant le Japon, en réponse à ce qui s'était passé. Vous savez, le Japon les attaquait à l'époque. En réponse à cela, ils ont largué des bombes nucléaires sur Nagasaki et Hiroshima au Japon et ont tué beaucoup de gens là-bas. Aujourd'hui, la situation est tellement désespérée. Le problème de Donald Trump, c'est que l'Iran ne recule pas. Alors que peut-il faire d'autre? Peut-il négocier s'il parle de bombes nucléaires? Cela veut dire qu'il ne veut pas reculer. Il veut escalader. Mais l'escalade avec des armes conventionnelles ne résoudra pas le problème auquel il fait face aujourd'hui. L'autre question, c'est, supposons que Donald Trump utilise ses armes nucléaires. Comment cela va-t-il affecter les capacités de l'Iran? Soyons parfaitement logiques. Let's go 100% logical. Put emotions aside and talk about the battlefield. Mettons les émotions de côté et parlons du champ de bataille. Imaginons que Donald Trump utilise ses armes nucléaires. Nous savons que ces armes nucléaires ne sont pas tellement capables de pénétrer en profondeur. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que s'ils les utilisent, vont-ils parvenir à faire quelque chose contre ces villes souterraines? Vont-ils être capables de neutraliser, de détruire ces villes souterraines de missiles? Il n'y en a pas une, 2, 10 ou 20. Il y en a beaucoup, partout en Iran. Et l'Iran est un immense pays. À mon avis, ça veut dire qu'ils auront au moins 70 ou 80 villes souterraines. Je pensais, quand cette guerre a commencé, que ce serait quelque chose comme 30, 35 ou peut-être 50.
Mais aujourd'hui, je crois vraiment que c'est plus que ça, bien plus que le chiffre que j'avais en tête au début de cette guerre. Donc, il y a deux facteurs importants concernant l'Iran. Le premier, c'est que savons-nous de la portée de leurs missiles? L'Iran est-il capable de produire des bombes nucléaires? Nous savons, sur la base des faits, que l'Iran avait la capacité de produire des bombes nucléaires au cours des 15 à 16 dernières années. Ils en avaient la capacité, mais ils ont décidé de ne pas les produire. L'autre point, c'est que cela signifie qu'ils savent comment fabriquer ces armes. Ce n'est pas quelque chose de difficile pour eux. Et il ne leur faut pas grand-chose pour en produire. Quand on parle de 400, de 430 ou quelque chose comme ça, l'Iran a enrichi de l'uranium. C'est le chiffre officiel que nous connaissons. Et nous savons que le marché de l'uranium enrichi à des fins nucléaires est une sorte de désordre. C'est le chaos. Personne ne sait qui va obtenir cet uranium enrichi, qui le vend, qui l'achète. Il se passe beaucoup de choses sur ce marché depuis très longtemps. L'autre point, c'est la portée des missiles iraniens. Ils ont délibérément pris cette décision parce qu'ils ne voulaient envoyer aucun signal aux Européens et aux autres pays qui puissent les inquiéter au sujet du programme iranien de missiles balistiques. Ils ont dit, nous allons maintenir ça. La limite pour ce programme était de l'ordre de 2000 km. Mais pendant la guerre, nous avons appris de plusieurs sources que l'Iran était capable de frapper la base américaine en Australie. Cette base américano-australienne, entre l'Iran et Pine Gap, il y a 11 000 km. Donc la distance entre l'Iran et Washington est inférieure à cela. Elle est d'environ 10 000 km. Et ils ont dit qu'ils étaient capables de frapper Pine Gap en Australie. Cela signifie qu'ils peuvent aussi atteindre Washington. Et la combinaison des armes nucléaires et de la portée des missiles iraniens, elle va exister. Personne n'en parle. Personne. Aucune discussion officielle. Aucun de ces responsables iraniens n'a jamais parlé de ça, ni même évoqué le sujet. Mais pendant la guerre, ils ont toujours dit qu'ils avaient des surprises. Ils avaient leurs surprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suppose qu'ils en ont les capacités. Ils ont étudié tous les scénarios possibles de cette guerre. Ils savaient, dès qu'ils ont lancé cette attaque contre l'Iran, ils savaient qu'il s'agissait de deux pays dotés de l'arme nucléaire. Les États-Unis et Israël, tous les deux, ont des bombes nucléaires. Ils peuvent utiliser ces bombes nucléaires contre l'Iran. Mais jusqu'à présent, dans le cadre de la guerre conventionnelle, l'Iran a, d'une certaine manière, réduit la puissance des États-Unis en matière d'armes conventionnelles. Cela signifie que supposons qu'ils utilisent des bombes nucléaires contre l'Iran. C'est le pire scénario. Et si l'Iran décide de frapper Israël, ils vont raser Israël. Il ne resterait plus rien d'Israël. Et la question qui se pose pour l'administration Trump, c'est vont-ils prendre ce risque? Nous connaissons les capacités des systèmes de défense aérienne des États-Unis parce qu'elles ont été mises à l'épreuve pendant cette guerre. Nous connaissons le système THAAD, le système Patriot, les PAC-2, les PAC-3. Tous ces systèmes de défense aérienne ont été utilisés pendant la guerre et ils sont incapables de défendre Israël. Israël, c'est un fait, est aujourd'hui à nu. Et toute attaque contre Israël atteindra sa cible. Et Israël a atteint la cible. Et le seul espoir que j'ai concernant l'escalade, c'est peut-être qu'ils ne vont pas l'aggraver en raison de la vulnérabilité d'Israël. Parce qu'Israël n'est pas capable de se défendre. Le système Patriot ne fonctionne pas. Le système THAAD a ses propres limites. C'est un type de missile cinétique. Il doit frapper l'ogive du missile qui arrive pour frapper la cible. Il est difficile de l'intercepter avec le système THAAD. Alors, les États-Unis vont-ils utiliser des armes nucléaires? Vont-ils prendre ce risque?
Ou veulent-ils vraiment mettre fin à Israël? Je suppose qu'Israël cesserait d'exister. Il n'y aurait plus d'Israël s'ils utilisaient cela. Et les répercussions d'une attaque contre l'Iran, à mon avis, seraient mondiales. Tous ces pays deviendraient fous, partout dans le monde. Après une telle attaque, plus personne ne croirait quoi que ce soit de ce que diraient les États-Unis. Tout le monde essaierait de se doter de l'arme nucléaire. On reviendrait à la loi de la jungle. Ce serait extrêmement dangereux si les États-Unis, l'administration Trump, décidaient de faire ça. Je crois vraiment que Donald Trump, même avec toute la folie qu'on a déjà vue sous l'administration Trump, n'ira pas jusque-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Donc toute cette guerre, depuis le premier jour, c'est de la folie. De la folie pure. Il a commencé la guerre en pensant qu'il pouvait éliminer les... Aujourd'hui, il y a seulement 30 minutes, il a dit que le Venezuela était magnifique. En 49 minutes, nous avons tout réglé. Et nous sommes en train de faire la même chose en Iran. Il vient de le dire, il y a quelques instants. Comment ça va-t-il se passer? Est-ce qu'il bluffe? Non, il ne bluffe pas. Je pense qu'il peut devenir fou. Et c'est ça le problème avec l'administration Trump. Il suffit de regarder ce qui s'est passé jusqu'ici. Ils ont commencé la guerre pensant qu'ils allaient détruire l'Iran, qu'ils allaient contraindre le gouvernement iranien, qu'ils allaient tuer les dirigeants en Iran, que tout allait s'effondrer. Jusqu'ici, rien de tout cela ne s'est produit. Et peu importe qu'ils attaquent l'Iran, supposons qu'ils utilisent des armes nucléaires contre l'Iran et que l'Iran réponde. Comment cela pourrait-il être possible? En quoi cela changerait-il la réalité de la guerre jusqu'à présent? Est-ce que cela changerait la réalité dans le détroit d'Ormuz? Cela n'apporterait aucun changement pour les États-Unis. Ils ont beaucoup de problèmes en ce moment. C'est pourquoi, quand vous entendez ce genre d'informations venant de Marjorie Taylor Greene, je crois vraiment qu'elle a été honnête à 100% dans la manière dont elle a publié cela. Elle a informé tout le monde, chacune et chacun, parce qu'elle voulait informer les gens partout dans le monde de ce qui se passe à Washington et de la folie que prennent les choses. Et c'est la réalité de l'administration Trump. This is the reality of the Trump administration. Again, going with the worst case scenario. Encore une fois, si l'on envisage le pire scénario, celui où les États-Unis attaqueraient l'Iran, Israël va recevoir des missiles iraniens. Et d'après ce que j'ai vu et entendu jusqu'ici, je ne perçois pas tant de peur que ça chez les Iraniens, chez les commandants iraniens, chez les dirigeants iraniens. Quoi qu'il en soit, ils semblent très confiants dans leur manière de gérer Donald Trump. À plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière interview de l'un des principaux conseillers du chef des gardiens de la Révolution. On lui a demandé, si les États-Unis utilisaient des armes nucléaires contre l'Iran, quelle serait la réponse? Vous ne voyez aucune peur dans les yeux de cet homme. Ils n'ont pas... Enfin, je pense qu'ils ont... Ils savent. Ils ont envisagé ce scénario dans leur stratégie. Je ne sais pas ce que ce serait. Nous ne connaissons pas les capacités de l'Iran. Nous le savons. Nous avons entendu certaines déclarations, vous savez, de la part de responsables iraniens, et je crois vraiment qu'ils sont tout à fait capables de détruire Israël. Totalement. Je ne parle pas seulement de quelques villes, parce qu'Israël, c'est 2 villes. Ce n'est pas plus que ça. Et la plupart des gens sont... Pourquoi faut-il faire ça? Pourquoi? Israël se prépare-t-il à tout détruire? Parce qu'après tout, ce n'est pas Donald Trump lui-même. Il s'agit du lobby israélien et de la manière dont il pousse à cette guerre, à la poursuite de cette guerre, avec d'ailleurs ce que Donald Trump a lui-même en tête. Il a tellement de mal à comprendre qu'il a été battu. Il a été battu à plate couture. C'est tellement difficile pour lui. C'est pourquoi je n'écarte pas la possibilité d'une attaque nucléaire contre l'Iran.
I don't remove the possibility of a nuclear attack on Iran. Sadly, that could be the case. Malheureusement, ça pourrait être le cas. Et s'ils font ça, ce sera la fin de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Et ça changerait le monde entier. À partir du moment où ils utiliseront cette arme nucléaire, tout va changer. Plus rien ne redeviendra comme avant. Vous savez, le détroit d'Ormuz a toujours fait partie du territoire iranien et du territoire omanais, mais ils n'ont jamais utilisé le détroit d'Ormuz. S'ils dominent le détroit d'Ormuz et le contrôlent, c'est à cause des attaques américaines et israéliennes contre le peuple iranien. Et est-ce qu'on reviendra à ce qui existait avant le début de la guerre? Rien ne reviendra comme avant. Tout a changé. En Ukraine, la guerre, elle change tout, et nous ne pourrons pas revenir en arrière. It's changing everything, and we're not going to be able to get back. Just imagine what has happened in Ukraine. Minsk I and Minsk Imaginez simplement ce qui s'est passé en Ukraine. Minsk I et Minsk II, en 2014 et 2015. Il s'agissait de faire la paix à l'intérieur de l'Ukraine, entre les Russes ethniques de l'Est de l'Ukraine et le gouvernement ukrainien, qui soutenait essentiellement l'Ouest de l'Ukraine et le peuple ukrainien. Donc la Russie a essayé de ne rien faire avant le début de cette guerre, en février 2022. Mais aujourd'hui, personne ne peut forcer la Russie à quitter l'Ukraine, parce que l'Est de l'Ukraine fait partie de la Russie. Ils l'ont défini. Il y a eu, vous savez, un vote de tout le monde dans cette zone, et ça ne reviendra pas en arrière. C'est terminé. C'est dans la Constitution. L'Est de l'Ukraine fait aujourd'hui partie de la Russie. Personne ne peut changer cette réalité. C'était la chose la plus facile à négocier. La Russie, elle a tout fait. Tout. They did everything. In December 2022, they sent 2 letters to the NATO. En décembre 2022, ils ont envoyé 2 lettres au siège de l'OTAN et à Washington, à l'administration Biden. Nous sommes prêts à négocier. Nous voulons négocier. Nous ne voulons pas commencer la guerre. Ils doivent respecter les accords de Minsk II. Ils ont dit non. Et plus tard, nous avons appris par Angela Merkel en Allemagne et François Hollande, tous les deux, qu'ils disaient que l'ensemble des accords de Minsk II était une mascarade. Ils préparaient l'Ukraine à combattre la Russie, à piéger la Russie en Ukraine. Mais ils ne vont pas tirer les leçons de ces choses-là. Vous ne pourrez pas chasser la Russie d'Ukraine, parce que la partie orientale du pays, aujourd'hui, s'appelle la Russie. Le détroit d'Ormuz, c'est la même chose. Ils ne reviendront pas à ce qui existait avant le 28 février. Même lors de la première attaque, en juin 2025, quand Israël a commencé à attaquer l'Iran le 13 juin, l'Iran n'a pas fermé le détroit d'Ormuz, parce que c'était une attaque israélienne sur son sol. Et ce, malgré le fait que les États-Unis aient utilisé toutes leurs bases dans la région pour soutenir cette attaque contre l'Iran. Mais l'Iran n'a rien fait. Il est resté en retrait et a répondu à Israël sans fermer le détroit d'Ormuz. Puis, le 28 février, lorsque les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran en utilisant toutes ses bases dans les pays du CCG, avec Israël, alors ils ont décidé de fermer le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, tout le monde en Iran, personne ne veut plus laisser les États-Unis entrer dans la région. Ils estiment que les États-Unis n'ont pas leur place dans la région. Ils doivent en être chassés. C'est la réalité. C'est le résultat de la guerre de Trump contre l'Iran. C'est le désastre produit par Donald Trump lui-même. Comment pourrait-il revenir en arrière? Est-ce possible de revenir en arrière? Non. Et l'emploi d'armes nucléaires, c'est pareil à mon avis. Peu importe, vous savez, jusqu'où on irait. Cela veut dire qu'à mesure qu'on avance, on ne pourra pas changer les choses pour revenir à ce qu'elles étaient avant. L'emploi d'armes nucléaires serait bien plus dévastateur. Les conséquences après ça seraient dévastatrices pour les États-Unis, à mon avis. Et je ne pense pas que l'establishment aux États-Unis deviendra à ce point fou.
Peut-être que je suis optimiste à leur sujet, mais si je dis ça, c'est à cause d'Israël. À cause d'Israël. Parce qu'ils savent qu'Israël n'a pas le système de défense aérienne. Israël n'a pas les capacités. Israel doesn't have the capabilities. And Iran can hit Israel. Et l'Iran peut frapper Israël. Et ils n'ont pas tant de capacités que ça. Vous vous souvenez, quand la guerre a commencé, ils avaient tous ces destroyers dans la région, avec, vous savez, des armes nucléaires, avec des porte-avions dans la région, prêts à défendre Israël. Même avec toutes ces armes, ils n'ont pas pu. Et pas seulement les armes, ils avaient tous ces radars, tout, absolument tout. Mais l'Iran les a tous détruits. Si je dis qu'Israël est à nu aujourd'hui, cela veut dire que chaque missile qui y arrive va atteindre sa cible. Il va atteindre sa cible et la détruire. La même chose se produit aujourd'hui en Ukraine. L'Ukraine n'a aucune capacité pour intercepter les missiles russes parce qu'il n'y a pas d'intercepteur. Même ces intercepteurs-là, dans le meilleur des cas, comme cela a été mentionné par... Nous avons 2 experts. J'ai reçu 2 experts dans ce podcast, le professeur Ted Postol et Andrei Martianov. Tous les deux disent en substance que ces systèmes de défense aérienne ne fonctionnent pas. Même dans le meilleur des cas, ils ont tous les intercepteurs, toutes les défenses aériennes réunies. Mais ce n'est pas seulement une question de défense aérienne. C'est aussi la communication entre les radars et ces systèmes de défense aérienne. Il n'y a aucune communication entre eux. C'est pour ça que vous voyez qu'ils utilisent des AWACS et ces avions dans la région pour obtenir des informations, recueillir des informations sur les cibles. Ou peut-être que c'est ce qui se passe. Je suppose que Donald Trump, s'il fait ça, cela veut dire qu'il n'est plus là. It means that he's not there anymore. The guy doesn't exist anymore. Maybe some robot is... Cet homme n'existe plus. Peut-être qu'un robot fait quelque chose. Je ne sais pas comment comprendre ça. À partir du moment où ils l'utiliseront, Israël cessera d'exister, à mon avis. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Et rien ne reviendra à ce que c'était avant. Et ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils n'apprécient pas à propos de l'Iran, comme ils ne l'ont pas apprécié à propos de la Russie, c'est qu'ils ne savent pas que ces peuples ont une histoire de milliers et de milliers d'années. Ce ne sont pas, vous savez, de petits pays. Ce sont des nations, des civilisations. Ils savent se défendre. Ils savent se rassembler quand quelque chose d'important se produit contre eux. Ils ne l'apprécient pas. Ils ne le comprennent pas. They don't appreciate that. They don't understand that. And this is the first miscalculation, in my opinion, on the part of Et c'est la première erreur de calcul, à mon avis, de la part des États-Unis contre la Russie et contre l'Iran. Ces gens-là ne capitulent pas. Ils se battent jusqu'au dernier moment. Et si tout le programme des États-Unis dans la région en Asie occidentale consiste à sauver Israël, à aider Israël, ce n'est pas comme ça qu'on aide Israël. Et moi, avant même que cette guerre ne commence, je croyais vraiment, je l'ai dit dans plusieurs podcasts, je pensais que les États-Unis n'allaient pas être assez stupides pour attaquer l'Iran, parce que je savais que l'Iran allait réagir. Je savais que l'Iran allait détruire tout ce qu'ils avaient dans la région. On en a parlé, mais ils l'ont fait. Voilà pourquoi on ne sait pas ce qui va se passer. C'est triste. Incroyable. Et Israël n'est pas si grand. Laissez-moi regarder cette carte. Ici, vous avez l'Iran. Here you have Iran. Et ici, ce petit territoire, c'est Israël. Ils n'ont pas besoin de tant d'armes nucléaires pour détruire Israël. Destroy Israel. Even by, this is, it's unbelievable what's going on. C'est incroyable ce qui se passe. Et je suppose que vous vous souvenez, quand la situation empirait en Ukraine, on parlait d'armes nucléaires tactiques. Or, même ces armes nucléaires tactiques sont bien plus puissantes, bien plus destructrices que celles que les États-Unis ont utilisées contre le Japon. Cela veut dire que vous allez dévaster, vous allez détruire, en gros, tuer des civils en Europe.
Cela veut dire que, quoi que fassent les États-Unis, s'ils font ça, ils vont tuer des civils en Iran. Tout va se passer au sol. Et tous ces missiles, depuis chaque partie de l'Iran, pourront atteindre des cibles en Israël ou dans d'autres régions, je dirais. Et je crois vraiment, selon ma compréhension personnelle, que l'Iran a la capacité de frapper des cibles aussi loin que Pine Gap en Australie. As far as Pine Gap in Australia. And Et c'est pour ça que je dis que c'est dangereux. Je ne veux pas voir ce genre de choses se produire. Je ne veux voir personne utiliser des bombes nucléaires contre qui que ce soit sur cette planète, parce que personne ne mérite la destruction que le peuple japonais a subie autrefois. Ce n'est pas ainsi que les gens veulent voir l'avenir. L'avenir va être assombri par les missiles, par les armes nucléaires. Après une telle attaque, tout va devenir incontrôlable. Personne ne sera dissuadé de fabriquer une bombe nucléaire. Tout le monde voudra en avoir une ou plusieurs. C'est le désastre qu'une attaque de ce type contre l'Iran provoquerait, à mon avis. Et ceux qui pensent qu'ils vont utiliser 2 armes nucléaires, 10-20, et que ce sera la fin de l'Iran, eh bien, ils ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. L'Iran s'est préparé. Je le répète, parce que vous savez, je crois vraiment qu'ils se sont préparés au pire scénario. Ils le savent. Et ça me dépasse complètement. Je ne sais pas comment comprendre les États-Unis et ce qu'ils font sous l'administration Trump. Ce type était censé mettre fin à la guerre en Ukraine. Et tout son discours, c'était « Je n'ai rien à voir avec l'Iran. Je ne veux pas. Je veux simplement m'assurer qu'ils n'ont pas l'arme nucléaire et qu'ils ne veulent pas en produire. C'est tout. Et je veux mettre fin à la guerre. » Rien ne s'est passé. L'Ukraine est toujours là. Et ils fournissent. L'Ukraine n'a pas les effectifs, alors ils utilisent des drones. Ils n'obtiennent rien avec ces drones. They're achieving nothing by those drones. Nothing, basically nothing. Nothing would change. Rien, pratiquement rien. Rien ne changerait. Vous croyez que si des drones ukrainiens attaquaient des installations pétrolières en Russie, la Russie dirait « Waouh, capitulons ». Disons « Oh, nous perdons parce que l'Ukraine utilise des drones ». Non. Non. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que je veux que vous compreniez que ce type est fou. Donald Trump est fou. Il n'a pas réglé le problème avec la Russie, et il a commencé une nouvelle guerre. Et s'il n'utilise pas d'armes nucléaires contre l'Iran, il y a Taïwan. Nous savons que si les États-Unis ne sont pas capables de vaincre l'Iran en Asie occidentale, ils ne pourront pas vaincre la Chine à Taïwan. La possibilité que les États-Unis battent la Chine à Taïwan est nulle. Zéro. Nada. Impossible. Alors, quelle serait l'option? Des armes nucléaires. C'est tellement dangereux. Et ça ne va pas. S'ils ne les utilisent pas contre l'Iran, peut-être que lors de la prochaine attaque à Taïwan, ils vont les utiliser. Mais espérons que Donald Trump ne sera pas à ce point stupide. Ou peut-être le prochain président, parce que je ne sais pas comment. C'est incroyable. On pensait que l'administration Biden était tellement dangereuse à cause de la possibilité, vous savez, d'une attaque nucléaire ou d'une confrontation nucléaire entre les États-Unis et la Russie en Ukraine. Biden est parti, Donald Trump arrive, et de nouveau, on parle de l'emploi de bombes nucléaires. À quel point est-ce dangereux? Est-ce qu'on va vivre dans ces cycles où, vous savez, on se demande s'ils vont les utiliser? Non, la situation est désespérée. Ils vont l'utiliser. C'est de la folie, de la pure folie, ce qui se passe à Washington. Et ce type était censé, vous savez, ramener les emplois aux États-Unis, ramener la production. Le problème va au-delà de ça. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de ce qui ne va pas aux États-Unis. Quel est ce problème? Je pense que le problème, c'est que toute l'économie des États-Unis est passée du capitalisme industriel au capitalisme financier. C'est le capitalisme qui se détruit lui-même. Il ne s'agit pas de la gauche, du communisme, de toutes ces absurdités dont ils parlent tous les jours.
Il n'y a pas de communisme aux États-Unis. Maintenant, si vous avez un maire socialiste à New York, c'est tellement dangereux. Ça devient tellement dangereux. It's so dangerous. It's getting so dangerous. Communism is coming home. They're attacking us. Le communisme revient à la maison. Il nous attaque. Qui sont les communistes? Qui a détruit l'économie américaine? Ce sont des gens comme Donald Trump, qui faisaient des profits en fabriquant des produits, des marchandises, en Chine, parce qu'ils pensaient à la manière dont les États-Unis s'étaient transformés dans les années 70. Dans les années 70, les États-Unis ont décidé de changer leur politique. Et puis, vous voyez, les profits des fabricants étaient de l'ordre de 8%. Après la guerre, ils sont montés à 40% en 2001. Quelle était l'idée? Produire davantage et réduire les coûts de production. Donald Trump fabriquait des cravates en Chine. Cela a été mentionné plusieurs fois. Pas seulement Donald Trump, mais tous ces gens-là. Multiple times, not Donald Trump, and all of those people. And these oligarchs in the United States, they have producing everything. Et ces oligarques aux États-Unis, ils produisent tout en Chine, parce qu'il s'agissait de faire passer le capitalisme industriel au capitalisme financier. Cela veut dire qu'ils ne voulaient pas dominer la production. Ils voulaient dominer la circulation de l'argent. Ils avaient la main sur le système financier. C'est le capitalisme qui se détruit lui-même. À cause du profit, ils voulaient en obtenir toujours plus. Vous voyez les emplois partir en Chine. Vous savez ce qui s'est passé avec le Japon, avec les États-Unis, ce qui s'est passé dans le cas du Japon, et comment ils ont fait pression sur le Japon. Ils ont conclu un accord avec le Japon en 1985. Les accords du Plaza, qui ont tout détruit la production au Japon, parce qu'ils ont augmenté le taux du yen japonais. Because they increased the rate of Japanese yen, and it was an increase of 100%. Et c'était une hausse de 100%. Quand vous augmentez la valeur de leur monnaie, cela veut dire qu'ils vont perdre leur avantage, leur compétitivité à l'extérieur de leur pays, parce que le produit va devenir beaucoup plus cher lorsqu'il sortira du Japon, et ils vont perdre. Et c'est la même chose qu'ils essaient de faire d'ailleurs avec la Chine. Mais la Chine connaît l'histoire du Japon. Elle sait ce qui est arrivé au Japon. Et c'est quelque chose dont je voulais vraiment parler, approfondir ces sujets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'en parler. C'est quelque chose qui va au-delà, vous savez. C'est pour cela que vous voyez que ce taux de change est si important pour les États-Unis. Parce que leur domination sur le système financier, ce taux de change y joue un rôle très, très crucial. C'est lié au pétrodollar. Et le pétrodollar est si important pour le système financier que les États-Unis dominent. S'ils contrôlent, s'ils dominent le marché du pétrole, le marché de l'énergie, alors le dollar est soutenu. Ils ne produisent pas. Les États-Unis ne produisent pas. La production se fait en Chine, dans d'autres pays. Les États-Unis contrôlent le système financier. Donc, s'ils dominent le détroit d'Ormuz, cela veut dire qu'ils vont, encore une fois, avoir un moyen de pression. Le cas du Venezuela est le meilleur exemple de cela. Dominer l'ensemble du système financier, contrôler le marché du pétrole. Et le problème ici, vous savez, c'est aussi, vous pouvez être préoccupé par l'usage d'armes nucléaires à cause de l'importance du détroit d'Ormuz, parce que c'est le moment décisif pour les États-Unis. Les États-Unis ont deux options, faire la paix ou poursuivre la guerre et l'escalade. Je ne vois pas Donald Trump capable de faire la paix avec l'Iran ou avec la Russie. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Quand il parle de la Russie, vous savez, le gouvernement diabolise la Russie, diabolise l'Iran, puis diabolise les populations et leur culture, en disant que ce sont des fanatiques et des idéologues. Mais l'idéologie n'est pas là. Tout tourne autour de l'idéologie des États-Unis. Et si vous n'êtes pas capable de produire, vous devez faire autre chose.
Donald Trump a-t-il réussi à ramener les emplois aux États-Unis? Non. Il crée de nouvelles guerres, de nouveaux conflits. Il veut prendre le Groenland, il veut prendre le Canada, le Mexique, taxer ce pays-là, le Venezuela. Que s'est-il passé? Après ça, il veut attaquer Cuba. Et puis, cet homme ne sait pas, à mon avis, ce qu'il fait. Il a créé le problème du détroit d'Ormuz, qui n'existait pas, qui n'était pas un problème avant le début de la guerre. Et il s'enfonce davantage. Il n'y a rien qui en sorte. L'obscurité autour de lui est tout simplement stupéfiante. Il ne voit pas le soleil au-dessus de lui. Et il pense qu'en s'entêtant, il va obtenir davantage. Mais même l'utilisation d'une bombe nucléaire, à mon avis, ne change pas la réalité du détroit d'Ormuz. Ça peut changer beaucoup de choses, mais ça ne change pas la réalité du détroit d'Ormuz. Oui, c'est la triste réalité des guerres. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut en parler. La seule chose que nous puissions faire, en tant qu'observateurs extérieurs, nous avons ici une petite communauté autour de ce podcast, c'est d'en parler. Mais nous n'avons aucun pouvoir face aux États-Unis, à l'Iran, à la Russie. Ce sont des pays où il y a des responsables politiques, des décideurs. Mais nous pouvons comprendre ce qui se passe. C'est de la pure folie. Et personne n'en tirerait profit. Personne n'a tiré profit de la guerre que les États-Unis ont déclenchée contre l'Iran. L'administration Biden a décidé de ne pas signer d'accord avec la Russie, mais de convaincre la Russie, ou d'essayer de convaincre Zelensky, qu'ils doivent aller contre la Russie, qu'ils doivent combattre la Russie, au lieu de négocier avec elle et de conclure une sorte d'accord. C'est ça le problème. La solution n'est pas en Russie. La solution n'est pas en Iran. La solution est à Washington. C'est pourquoi, au fond, quand on parle de ces deux guerres, on parle essentiellement de Washington et des décideurs à Washington. Et on connaît les capacités de ces gens-là. On les connaît. Et ces gens ne sont pas si informés que ça. Regardez Pete Hegseth. Vous pensez que ce type est informé? Vous pensez qu'il sait ce qu'il fait? Il se vante, vous savez, d'être patriote, de mener cette guerre. Et il n'est même pas capable d'assurer le ravitaillement de ses forces sur ses porte-avions. Il leur fournira de la nourriture saine. Qu'est-il arrivé à l'Abraham Lincoln? Qu'est-il arrivé auparavant au Gerald Ford? Et qu'arrivera-t-il au George Washington qui se rend dans la région? Ce sera la même chose, parce qu'il n'y a pas de ligne d'approvisionnement dans la région. À Bahreïn, au Koweït, à Oman, il n'y a aucune ligne. L'Iran les a toutes détruites. Donc dans 2 mois, dans 3 mois, ce sera la même chose. Avec l'administration Trump, nous entendrons encore et encore le même genre d'histoire. C'est ça, la folie. C'est ainsi qu'il faut comprendre que ces gens ne sont pas des surhommes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Littéralement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir, et à demain. Thank you so much for being with me tonight, and see you tomorrow.